Donc, on aborde la partie des exoplanètes, troisième partie du cours, après l'origine de la vie sur Terre et la recherche de vie dans le système solaire. Maintenant, c'est la recherche de vie dans les exoplanètes. Avant de parler des exoplanètes, on va tout d'abord parler de formation planétaire, comment les systèmes planétaires se forment, et on va ensuite rapidement donner quelques détails sur le système solaire, que normalement vous connaissez bien, mais bon, on va quand même un petit peu en reparler, avant de parler de détection d'exoplanètes. Et ça, donc, ça sera le cœur du cours, la détection d'exoplanètes, les propriétés de ces exoplanètes. Et bien sûr, on ne manquera pas de parler de zone d'habitabilité, qui est un concept qui est très important dans le domaine des exoplanètes. Et aussi, on insistera sur les atmosphères de ces exoplanètes. Finalement, donc, on terminera avec une petite partie sur les observations, comment on observe les exoplanètes de nos jours et comment on va les observer dans le futur. Tout d'abord, donc là, on va commencer par le premier point, la formation planétaire. Je rappelle que vous pouvez m'interrompre à tout moment, soit dans cette conversation, soit dans le cours de mon exposé par oral. Je ne regarde pas tout le temps la fenêtre de conversation, mais je la regarde régulièrement, donc il n'y a pas de souci. Si vous posez une question, j'y répondrai à un moment donné. La formation planétaire. Donc. Alors, la formation planétaire, je ne vais pas faire un cours complet sur la formation planétaire, je vais juste donner quelques bribes. Et en particulier, je vais insister sur les observations, qui sont la plupart des observations très récentes qu'on a actuellement sur comment les planètes se forment. Là, par exemple, vous voyez deux images. En fait, c'est la même image, mais il y en a une qui est annotée, qui sont... donc, c'est une image prise avec le radiotélescope ALMA. ALMA, c'est un acronyme pour Atacama Large Millimeter Array. Ça veut dire réseau d'antennes, un grand réseau d'antennes millimétriques de l'Atacama. Donc, c'est un réseau de 67 antennes radio qui se trouve à 5000 mètres d'altitude sur un plateau qui s'appelle le plateau de Charnantoc, qui se trouve au Chili, dans le désert d'Atacama, donc le désert le plus aride du monde, et comme il est à 5000 mètres, il y a encore moins de vapeur d'eau, et donc c'est un ciel très pur. Je vous montrerai quand on parlera des observations. Donc là, ce que vous voyez, c'est une étoile qui est en train de se former, donc ça, vous voyez ce point lumineux au centre, et vous voyez toute cette poussière. À vrai dire, c'est exactement comme cela qui ressemblait, c'est exactement à ça que ressemblait le système solaire à sa naissance, à sa formation. Vous aviez le Soleil ici et de la poussière. Cette poussière, elle s'est peu à peu agrégée pour former des planètes. Et le reste, il y a aussi des astéroïdes, des comètes, etc. Il reste un résidu de poussière. Ce résidu de poussière, c'est ce qui forme ce qu'on appelle la poussière zodiacale. Et on le voit quand il est éclairé, quand cette poussière est éclairée par le Soleil, avant le lever ou après le coucher du Soleil, dans des lieux assez purs. Donc là, ce qu'on voit, ce sont ces poussières, ce qu'on voit dans le système solaire, ce sont les résidus de la formation. Là, ce qu'on voit sur l'image, c'est le système solaire le système stellaire, pardon, qui est en train de se former. Et vous voyez que dans ce disque, il y a des zones qui sont plus sombres. Ces zones plus sombres sont en fait des endroits où des planètes se forment. Donc, vous voyez dans l'image de droite qui est annotée, vous voyez, on parlera plus tard de ce qu'est le concept de snowline, la ligne de neige. Mais là, vous voyez, donc c'est marqué Neptune et Pluton. En fait, ça veut dire que à la distance, si c'était rapporté au système solaire, à la distance de Neptune et Pluton, vous avez des planètes qui se forment dans ce système stellaire, qui est un système autour d'une étoile autre que le Soleil, évidemment. Voilà, donc là, vous avez une jeune étoile qui est en train de naître, et vous avez un disque qu'on appelle protoplanétaire parce qu'il est en train de former des planètes, et ce disque protoplanétaire, il se fragmente en anneaux, et c'est dans ces anneaux qu'on est en train de former des planètes. Et vous voyez que les zones les plus sombres, c'est parce qu'il y a moins de poussière, parce que la planète qui est en train de se former, elle est en train, on dit, de faire le ménage sur cette orbite-là, c'est-à-dire qu'elle est en train d'accréter, d'attirer toute la poussière qui se trouve à la distance de cette planète. Ah, donc ça, c'est le système V883 dans Orion. Alors, je vous en montrer quelques-uns comme ça. Là, vous en voyez un autre, ça c'est TW Hydrae. Vous voyez la l'étoile, qui naît au milieu. Et là, vous voyez 1 et 2
anneaux qui sont un petit peu sombres. Donc là, vous voyez qu'il y a des planètes qui ont fait le ménage, qui ont agrégé cette matière-là. Donc les planètes sont en train de se former dans ces anneaux. Donc ça, c'est TW Hydrae. Vous avez aussi ici HL Tauri. Et là, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 et même 6 anneaux. Donc c'est un vrai système planétaire, un peu à l'image du système solaire, hein, un vrai système planétaire avec des planètes qui sont en train de se former à différentes distances de leur étoile. Et donc, vous pouvez imaginer que les planètes qui se forment là sont les planètes qui se forment proches de leur étoile. Donc, ça veut dire qu'il y a très peu d'atomes légers qui vont rester, parce qu'il n'y aura plus d'hydrogène et d'hélium. Donc, on peut imaginer plutôt des planètes qui sont dénuées d'hydrogène et d'hélium et plutôt formées d'atomes lourds, alors que quand on est plus loin, il fait plus froid. Et là, on va avoir des planètes avec de l'hydrogène et de l'hélium, type planète géante dans le système solaire. Et donc, c'est là qu'intervient le concept de snowline, parce qu'il y a une certaine distance où l'eau peut rester sous forme de glace quand on est loin de l'étoile, alors qu'elle va s'évaporer sous forme de gaz quand on est près de l'étoile. Donc, a priori, quand on forme des planètes proches de l'étoile, eh bien, ce sont des planètes qui sont dénuées de glace d'eau, du moins à surface, alors que quand on les forme loin de l'étoile, elles peuvent être à la surface recouvertes de glace d'eau. Donc à droite, c'est HL Tauri. Et vous voyez l'échelle, la petite bande blanche vous montre qu'on est à peu près à 14 fois, cette distance-là, c'est 14 fois astronomical unit, qui veut dire l'unité astronomique, qui veut dire la distance Terre-Soleil. À chaque fois, vous verrez les deux lettres UA ou AU en anglais, ça veut dire unité astronomique, astronomical unit, c'est-à-dire une fois la distance Terre-Soleil, et ce qui s'élève à 150 millions de kilomètres. Donc cette distance-là, c'est 14 fois la distance Terre-Soleil. Donc c'est beaucoup. Hein. Là-dedans, on mettait 14 distances Terre-Soleil. Et donc, vous voyez que c'est à peu près le diamètre de le premier anneau qu'on voit là. Donc, vous voyez que bien que ALMA ait un pouvoir de résolution qui est très grand, c'est-à-dire qu'on peut voir des détails très petits, on n'arriverait pas à distinguer, à cette distance-là du moins, là, les planètes dans le système solaire, puisqu'elles seraient toutes comprises, au moins les planètes les plus proches du Soleil seraient comprises dans ce diamètre-là. Voilà, là vous avez un autre exemple, pris avec l'ESO, donc l'Observatoire européen austral. Ça, c'est avec les télescopes du VLT et avec un instrument qui s'appelle SPHERE. Et là, vous voyez donc une structure spirale dans ce disque protoplanétaire. Donc, vous avez une spirale dans le disque. Donc, ce n'est pas seulement un anneau qui va être présent, là, on a en plus une spirale. Donc, à gauche, vous avez des arcs qui semblent concentriques. Ici, au milieu, vous avez des bras en spirale. Et à droite, vous retrouvez des anneaux. Donc, on a différentes facettes de la formation planétaire à différents stades, en fait. Et parfois, on retrouve cette spirale qu'on va retrouver dans différents exemples. Là, vous avez un autre exemple, ça c'est HD 163-296. Là, vous voyez donc l'étoile au milieu. Vous avez ce disque ici. Donc là, vous avez un ensemble de deux images composites, l'une acquise à l'Observatoire européen austral, l'ESO, et l'autre à ALMA, le radiotélescope. Et en fait, donc là, vous avez l'image ALMA, vous avez deux anneaux concentriques. Et en fait, on pense qu'il y a la formation là, de deux planètes géantes, l'une à 60 unités astronomiques et l'autre à 100 et 150, 160 unités astronomiques, pardon, ici. Donc, on a probablement la formation de deux planètes géantes qui se trouvent dans les gaps de 60 et 100 unités astronomiques. Là, c'est un disque, ce qu'on voit actuellement, c'est un disque qui a un âge d'à peu près 5 millions d'années et qui est situé à 400 années-lumière de nous. C'est un disque qui est très loin. Je vous rappelle, l'étoile la plus proche de nous, à part le Soleil bien sûr, se trouve à 4 années-lumière. Donc là, on est en train de regarder un objet qui se trouve 100 fois plus loin que l'étoile la plus proche, que Proxima Centauri b. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Ça, c'est évidemment une vue d'artiste. Ce qu'on est en train de voir, c'est donc le centre ici, c'est l'étoile qui est en train de naître.
Et puis après, vous avez donc ce petit gap au départ, puis après ces deux gros gaps. Et dans ces deux gros gaps, vous avez la formation d'une planète géante. Je répète, c'est une vue d'artiste, donc c'est comme ça qu'on imagine que c'est fait, c'est-à-dire que la planète va attirer de la matière qui se trouve en fait, sur cette bande-là, et puis peu à peu, elle va faire de plus en plus le ménage, c'est-à-dire qu'elle va attirer de la matière qui est un peu plus loin, et elle va comme ça gagner du poids et de la masse, et c'est comme cela que, par exemple, des planètes comme Jupiter et Saturne, ou même Uranus et Neptune, ont acquis la majeure partie de leur masse. Alors là, on a un autre bel exemple avec une spirale de gaz, ce qu'on voit en bleu ici, et un anneau de poussière qu'on voit en rouge, autour d'une étoile jeune qu'on voit un petit peu en rouge ici au milieu, qui est dans le cocher AB Aurigae. Ça, c'est une image prise avec ALMA, le radiotélescope au Chili. Et là, on pense qu'on a deux planètes géantes à 30 unités astronomiques. C'est ça qui génère la spirale, c'est la présence de ces deux planètes géantes. Et une autre, probablement à 80 unités astronomiques, qui va confiner là notre poussière. Donc là, on imagine qu'on a en fait un système de deux planètes, l'une qui génère la spirale et l'autre qui va confiner la nôtre. Alors, évidemment, on pourrait multiplier les exemples puisqu'on a plein de cas différents comme cela, avec différents systèmes planétaires qui vont se créer en fonction des caractéristiques de chaque système. Donc, l'idée n'est pas non plus de faire une revue exhaustive, mais je vous montre quelques exemples pour vous montrer qu'il ne se passe pas toujours la même chose. On peut avoir des cas qui sont différents dans ce qu'on est en train de regarder. Là, cette fois-ci, je vous montre une planète chaude, qui est le point chaud sur la droite ici, autour d'une étoile naine, qui est une étoile naine jeune, qu'on a cachée, hein, on a mis un disque, le petit disque noir, en fait, ça correspond à ce qu'on appelle un coronographe, c'est-à-dire qu'on a caché ce disque-là. Donc ça, c'est PDS 70. Et donc là, son âge, c'est 10 millions d'années, et elle se trouve à 370 années-lumière. C'est encore une fois une image acquise avec l'observatoire ESO, télescope VLT, instrument sphère. Donc voilà, vous voyez ici la planète qui est brillante juste à côté de l'étoile qui est cachée, et là vous voyez le disque de matière qui est autour. Donc encore une fois, cette planète-là est en train d'accréter, d'attirer la matière du disque de poussière qui se trouve ici. Elle fait le ménage sur son orbite. Et donc peu à peu, en fait, au début, il y a de la poussière, et puis peu à peu, il y a de moins en moins de poussière parce que la poussière a été accrétée par cette planète. Encore un exemple, ici vous avez une étoile jeune, HD 142-527, qu'on voit en polarisation, c'est-à-dire qu'on regarde la direction du champ électromagnétique. Grâce à cette observation en polarisation, en fait, on détecte des grains de poussière et on peut montrer que ces grains de poussière ont une taille inférieure à 150 microns. C'est-à-dire que ce sont de tout petits grains et en fait, on sait que c'est parce que ces grains sont petits qu'on a cette polarisation qu'on observe. Donc là, vous voyez les petits grains. En fait, ce que vous voyez, c'est le champ électromagnétique qui est polarisé, c'est-à-dire qui va dans une certaine direction. Donc, vous voyez que là, c'est la même image en bleu que vous retrouvez ici en couleur. Et les petites barres là, que vous voyez, c'est la direction du champ électromagnétique. Voilà, donc encore une fois, je ne vais pas vous en montrer plusieurs dizaines. Hein. Il y en a plein. Vous voyez, là, je vous fais un petit florilège de ces planètes-là. Il y en a beaucoup. Avec des propriétés différentes. Évidemment, hein, il y a la distance qui va jouer, mais il y a aussi la nature de l'étoile. Les étoiles moins massives vont avoir des planètes qui sont plus proches d'elles, les étoiles plus massives vont avoir des planètes qui sont souvent plus loin. Et vous avez donc différentes luminosités d'étoiles. Et puis après, on regarde aussi des disques à différents stades d'évolution. Par exemple, vous repérez tout de suite que ce disque-là, le Hélias 27, eh bien, il a un stade plus précoce que, par exemple, AS 209, qui, lui, on le voit, c'est un disque qui a déjà, où les gaps sont très importants. C'est-à-dire que les planètes ont déjà fait le vide sur leur orbite, elles ont accrété la matière de son orbite pour former des planètes.
Alors ensuite, on a aussi des disques protoplanétaires qui sont circumbinaires. Ça veut dire quoi, circumbinaire? Ça veut dire qu'ils tournent autour de deux étoiles. Alors, en fait, ça veut dire qu'il y a deux étoiles dans le système. Il peut y avoir deux possibilités. Généralement, ce qui se passe, c'est que le disque protoplanétaire va se trouver autour de l'une de ces deux étoiles-là. Donc là, par exemple, on a un exemple où vous avez une étoile binaire avec un disque tout autour. Et vous voyez que les deux étoiles tournent dans un plan qui est différent du plan du disque. Donc là, c'est un cas où l'orbite du système binaire d'étoiles n'est pas alignée avec l'orbite du disque. À droite, on a un cas différent où là, l'orbite des deux étoiles, les orbites sont alignées par rapport au plan du disque. Donc là, je vous disais tout à l'heure, il y a deux possibilités. Soit vous avez un disque qui est autour de l'une des étoiles et puis vous avez une autre étoile qui est plus loin, ça, on verra ce cas-là, c'est le cas de Proxima Centauri par exemple. Soit vous avez les deux étoiles et le disque de poussière qui se forme autour. Ça dépend aussi de la distance entre les deux étoiles. Si vous avez deux étoiles qui sont assez serrées, c'est plus facile dans ce cas-là d'avoir deux étoiles serrées et le disque de poussière autour. Si par contre vous avez deux étoiles qui sont sur une orbite très très grande, à ce moment-là, vous avez le disque qui va être autour d'une étoile et l'étoile qui orbite très loin de ce disque. Donc là, à gauche, c'est HD 98800b avec une période orbitale de 315 jours, donc orbite assez éloignée. Hein. Et par contre, à droite, vous avez Acasco dans le Scorpion avec une période orbitale de seulement 13 jours, donc c'est beaucoup plus serré. Et ça, c'est une vue d'artiste de ce qu'on pourrait voir. C'est-à-dire, on peut imaginer s'il y a une planète qui se forme dans ce disque de poussière autour de ces deux étoiles. Donc là, vous voyez le disque de poussière, vous voyez deux étoiles. En fait, au lieu d'avoir un lever de soleil, vous avez un lever de deux soleils et un coucher de deux soleils. Donc ça va être assez joli. C'est Tatooine par rapport au film bien connu. Voilà, donc j'en viens, après ces quelques exemples, à comment se forme vraiment une planète autour d'une étoile. Donc là, vous voyez à gauche, vous avez une étoile qui peut être le Soleil, par exemple, au début, quand le Soleil est né. Et puis ensuite, vous avez un disque interne qui est assez mince, et après un disque externe qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus épais. Le disque interne, il est formé principalement de gaz, et vous voyez, les corps glacés s'évaporent parce qu'il fait chaud. Évidemment, il peut faire jusqu'à 300 degrés, 400 degrés quand on est proche de l'étoile. Donc là, on n'a pas d'eau, on a très peu d'eau glacée en surface puisqu'elle va s'évaporer. Ensuite, dans la partie de ce disque qui est formé de gaz et de poussière qui est plus épais, on va avoir ici des corps glacés qui vont migrer. Voilà. Et ici, on va avoir du gaz de monoxyde de carbone et aussi de l'eau. Donc là, on commence à avoir des corps glacés mis en migration. Et on arrive à cette ligne de neige dont je vous parlais tout à l'heure, cette ligne de neige qui est le moment où, au-delà de cette ligne, on peut avoir de la glace d'eau. Donc dans cette partie, on a une zone de formation de corps glacés qui vont maintenir leur glace d'eau sur leur surface. Donc là, formé de gaz monoxyde de carbone et de glace d'eau. Donc c'est vraiment très important de comprendre qu'il y a des phases différentes. C'est assez simple à comprendre. Hein. Près de l'étoile, il fait chaud, donc vous n'avez pas de corps glacés puisqu'ils s'évaporent. Il y a une zone où ils vont migrer. Et après cette ligne de neige, vous pouvez avoir des corps avec de la glace d'eau sur la surface et la glace va se maintenir pendant toute la vie de la planète à partir du moment où elle ne se rapproche pas trop de l'étoile. Parce qu'après, elle peut migrer. Vous voyez les échelles ici. Là, c'est une échelle logarithmique. On est à 0,3 unités astronomiques. Je rappelle, une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Et là, on est à 10 unités astronomiques. Donc 10 fois la distance Terre-Soleil. Et donc, on en arrive à des systèmes protoplanétaires qui vont se former comme ça et qui représentent un peu ce qu'on voyait tout à l'heure avec les disques et les gaps, où là, vous avez le gaz qui est en bleu, la poussière qui est en rouge.
dans un disque protoplanétaire après la formation protoplanétaire. Et on a donc cet anneau brillant de poussière autour du proto-étoile, c'est-à-dire l'étoile qui est en train de naître. Et voilà, et donc si on fait une petite coupe de ce schéma-là, voilà ce qu'on voit. Là, ici, on voit l'étoile qui est en train de naître. Vous voyez ici le champ magnétique de l'étoile. Cette étoile, elle accrète aussi de la matière parce qu'elle est encore en train d'attirer de la matière qui se trouve à côté d'elle. Elle émet du rayonnement UV et X. Elle commence à être assez brillante. Et ensuite, vous avez ce disque qui est plus mince en disque interne, et puis après qui va être de plus en plus épais. Et donc, vous retrouvez ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous n'avez pas de glace parce qu'il fait chaud près de l'étoile. Là, vous voyez, il fait même très chaud, il fait 1500 degrés Kelvin. Et puis ensuite, vous avez de plus en plus de glace, plus vous vous éloignez de l'étoile. Et sur la gauche, on voit là, le schéma que je vous montrais tout à l'heure, avec cette ligne de neige qui est à 150 Kelvin. Et donc, c'est-à-dire qu'ici, vous allez faire grossir des grains, des planétoïdes et des petites planètes rocheuses, alors que là, vous pouvez faire, au-delà de la ligne de neige, vous pouvez former des planètes géantes. Et puis ici, il y a beaucoup de poussière voilà, qui peut rester présente sur cette partie-là si elle n'est pas accrétée par des planètes. Voilà, donc ça, c'est la structure d'un disque protoplanétaire dont l'âge est compris entre 1 et 5 millions d'années, pardon, sachant que les planètes vont se former, on pense au maximum, en quelques millions d'années, 10 millions d'années grand maximum, autour d'une étoile du type du Soleil. C'est-à-dire typiquement, les planètes autour du Soleil ont dû se former de cette manière-là. Voilà, je fais une petite pause à cet endroit-là pour savoir s'il y a des questions. Non, ça va, tout va bien? Tout est clair? Très bien. Bon, bah, du coup, je continue. Donc ça, c'était la formation stellaire et planétaire. Donc maintenant, j'en viens au système solaire, donc, que vous connaissez bien, hein, normalement. Le système solaire, vous savez, donc c'est le Soleil qui est au centre de ce système solaire. On l'a parcouru déjà dans la deuxième partie du cours. Hein. On a donc Mercure, Vénus, Terre et Mars qui sont des planètes dites telluriques, c'est-à-dire planètes rocheuses, petites planètes rocheuses, denses. Et puis ensuite, on a des planètes géantes, gazeuses, donc des planètes beaucoup plus grosses. Hein. Je vous rappelle que Jupiter, c'est 10 fois la taille de la Terre. Et le Soleil, c'est 10 fois la taille de Jupiter. Donc voilà, on a des planètes rocheuses, telluriques, planètes géantes. Entre Mars et Jupiter, on a une ceinture d'astéroïdes. On a des petites planètes naines aussi, comme Cérès, Pluton, Haumea, Makemake, Eris, Sedna, Igeia, etc. Et il y a aussi évidemment beaucoup d'astéroïdes dans ce système solaire. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans la deuxième partie du cours. On avait parcouru pour rechercher des endroits où il y avait potentiellement de la vie qui aurait pu se développer sur ces planètes. Donc, je ne vais pas revenir en détail là-dessus. Juste un petit zoom sur les différentes planètes. Mercure, très chaude, vers le Soleil, puis très froid derrière. Vénus, grosse atmosphère, très très chaude. La Terre, vous connaissez. Mars, atmosphère très ténue. Et les quatre sont des planètes telluriques. Ensuite, Jupiter, donc la plus grosse planète du système solaire. Saturne avec ses anneaux, là, vous repérez une petite aurore ici. Et ensuite, Uranus et Neptune, qui sont plus grandes que la Terre, moins grandes que Jupiter. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que le système solaire est très grand, en fait. Hein. Là, vous voyez les périodes orbitales. Hein. Mercure tourne en 3 mois autour du Soleil, Vénus en 2,25 jours, la Terre en 1 an. Mars en à peu près 2 ans, mais Jupiter, c'est en 12 ans, Saturne, c'est en 30 ans, Uranus en 84 ans et Neptune en 165 ans. Donc, vous pouvez vous dire qu'en gros, le temps de votre vie humaine, si vous vivez à un âge déjà vénérable de 84 ans, eh bien, Uranus aura fait un tour autour du Soleil et il vous faudra en gros 2 vies humaines pour que Neptune fasse un tour entier. Donc, vous voyez que le système solaire est quand même assez grand. Et ce qui est intéressant aussi à voir, on ne voit pas sur ce schéma-là, mais en fait, la distance entre la Terre et Jupiter, la distance entre le Soleil et Jupiter, pardon, c'est à peu près la même qu'entre Jupiter et Saturne.
c'est à peu près encore identique entre Saturne et Uranus. Donc, en fait, on ne s'en rend pas compte comme ça, mais le système solaire est très, très grand. Voilà, pour un petit rappel pour le système solaire. Et donc, comment s'est-il formé? Donc ça, c'est le système solaire à sa naissance. Pardon. Ça, c'est le système solaire à sa naissance. Vous avez là l'étoile, le proto-soleil, donc il y a 4,55 milliards d'années. Et vous avez cette forme que je vous ai déjà montrée hein, avec le nuage, l'anneau, pardon, le disque protosolaire du coup, qui se trouve autour, plus mince près du Soleil et plus épais loin du Soleil. Vous voyez que là, on s'éloigne du Soleil dans cette direction, et donc la température, par contre, s'élève dans cette direction-là. Là, vous avez plutôt de l'eau sous forme de vapeur parce qu'il fait chaud, et ici plutôt de l'eau sous forme de glace parce qu'il fait froid, avec cette ligne de neige qui est à moins 120 degrés, typiquement. Le Soleil, aujourd'hui, il est comme ça, et cette ligne de neige, vous voyez, c'est à peu près l'endroit de la ceinture d'astéroïdes, planète rocheuse près du Soleil, planète gazeuse loin du Soleil, et les comètes quand on s'éloigne encore aux confins du système solaire. Voilà, donc ça, vous avez compris, on est passé de là à là en accrétant le gaz des poussières pour former des planètes. Toutes les planètes proviennent de l'accrétion des poussières qui se trouvent au départ. Donc, au départ, il n'y avait en fait que des poussières, même poussières et gaz, évidemment. Gaz et poussières le gaz a formé principalement le Soleil. D'ailleurs, le Soleil a pris la majeure partie de la matière qui se trouvait à cet endroit-là. Et le reste de cette poussière a permis de former des planètes. Donc les planètes sont les résidus de formation stellaire. C'est ce qui reste, va permettre de former les planètes. Alors là, je vous montre un diagramme qui peut sembler compliqué, mais en fait qui n'est pas. On va le détailler ensemble. Ça, c'est un diagramme qui vous montre les diamètres des corps en fonction de la masse volumique. Alors, je trouve, moi, ce diagramme personnellement très intéressant parce qu'on voit tout de suite la spécificité de la Terre. Vous voyez, la Terre, elle est un peu toute seule, là. Il y a quand même Vénus et Mercure à côté. On va dire que la Terre, c'est la plus extrême. Donc, englobons la Terre, Vénus et Mercure. Elles ont un diamètre de à peu près 10 000 km et une masse volumique qui est entre 5 et 6 grammes par centimètre cube. Donc, en fait, ce sont des planètes qui ont un diamètre, on va dire, en échelle logarithmique à mi-distance entre les plus petits corps et les gros corps, mais surtout, ce sont les plus denses. Ce sont les plus denses. Alors ça, peut-être que ça a eu un lien avec le fait que la vie est apparue sur Terre. Si on parcourt le reste de ce diagramme, vous voyez que le Soleil, lui, est beaucoup plus grand, mais pas très dense, hein, 1,2 à peu près. Les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, elles sont grandes, hein, 100 000 km de diamètre, mais sont peu denses. Vous voyez d'ailleurs que Saturne est extrême, parce que Saturne, elle a une masse volumique inférieure à 1, ce qui veut dire que souvent on dit que Saturne pourrait flotter sur un océan, puisque sa masse volumique est plus légère et plus faible que celle de l'eau. Alors évidemment, si vous mettez Saturne, déjà il faut trouver un océan qui fasse la taille de Saturne, même plus grand, donc ça c'est un peu dur à trouver. Et puis en plus, Saturne est formée de gaz. Donc si vous la mettez dans l'eau, le gaz va partir, il ne restera plus que le noyau de Saturne qui va couler au fond de l'eau. Donc c'est un petit peu exagéré quand on dit ça, mais c'est juste pour vous frapper un peu les esprits. Saturne a une masse volumique inférieure à celle de l'eau. Ensuite, il y a tous ces petits corps-là qui sont des petites planètes, des astéroïdes. Et bien, tout cela ont des diamètres qui sont plutôt petits, hein, de l'ordre de 1000 km, enfin grand par rapport à des petits corps du système solaire comme les astéroïdes, mais petits par rapport à des planètes, et des masses volumiques qui sont entre 1 et 2. Vous voyez, il y a Pluton ici, il y a les lunes de Jupiter qui sont là, la Lune est ici, et Mars n'est pas très loin de la Lune, elle n'est pas très grande, et avec une masse volumique qui n'est pas très grande non plus. Ce qui peut expliquer aussi qu'elle ait perdu son atmosphère et donc que l'eau se soit évaporée et donc que la vie n'ait pas pu soit se développer, soit rester sur Mars. Ensuite, qu'est-ce qu'on a petite masse volumique, c'est les comètes. Je vous rappelle que la semaine dernière, on avait vu que, par exemple, Churyumov, Gerasimenko avaient une masse volumique
avait une porosité de 80%, c'est-à-dire beaucoup de vide, donc c'est pour ça que la masse volumique est plutôt faible. Et là, on est sur des corps qui font 10 km maximum de diamètre. Et enfin, les astéroïdes et les petits satellites composés de silicates, de fer, eh bien, vous voyez qu'ils sont aussi petits, mais ils peuvent avoir des masses volumiques plus denses puisque certains sont formés de beaucoup de fer. Voilà donc un peu les caractéristiques générales de nos systèmes solaires. Et vous voyez que la Terre est particulière dans ce système solaire. Maintenant, ce qui est intéressant dans le système solaire, c'est aussi de se rendre compte que, là, vous voyez, on a le Soleil avec toutes les planètes du système solaire, donc toutes les orbites. Ça veut dire qu'on a vraiment rétréci, on s'est mis très loin du Soleil et des planètes orbitant dans le système solaire. Et là, vous voyez plein d'orbites qui sont en fait des orbites de petites planètes. Donc, il y a Sedna, qui est une petite planète assez connue. Et puis après, il y en a qui ont des numéros parce qu'on n'a pas encore donné de nom. Eh bien, vous voyez que toutes ces petites planètes, elles orbitent très loin, avec des orbites très elliptiques autour du Soleil. Mais il y a un truc qui ne vous a peut-être pas échappé, c'est que toutes leurs orbites vont du même côté. Toutes les orbites de ces petites planètes vont du même côté. Et ça, c'est étrange. Il y a un problème ici de stabilité. Quand dans un système de masse, si on met toute la masse d'un côté, il faut équilibrer quelque chose de l'autre côté. Et donc là, on équilibrerait avec une 9e planète, qu'on appelle la planète 9, qui est hypothétique, qu'on n'a pas trouvée, mais que certains cherchent. Et voilà, donc là, je vous remonte sur un même diagramme. Vous avez toutes les planètes du système solaire qui sont ici. Voilà. Là, toutes les petites planètes dont je viens de parler qui sont de ce côté-là, et ça, c'est une orbite suggérée de la planète numéro 9, donc, puisqu'il y a 4 tellurides, 4 géantes, et il y aurait une 9e grosse planète. Mais vous voyez qu'elle serait du coup très très loin, bien plus loin que la ceinture de Kuiper, qui est au-delà de l'orbite de Neptune. Donc très très loin, cette planète numéro 9. Alors, on continue. Du coup, bon là, on a passé un petit peu en revue rapidement les propriétés du système solaire. Vous voyez le Soleil, les planètes telluriques proches du Soleil et les planètes géantes loin du Soleil. Mais en fait, quand on regarde les autres exoplanètes, et ça c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a plein d'exoplanètes qu'on découvre qui sont plutôt des Jupiters, donc des planètes géantes gazeuses, situées très proches de leur étoile. Et donc, elles sont très chaudes. Et certaines ont des orbites qui sont bizarres, qui ne sont pas inclinées sur le plan des autres orbites. On a aussi des super-terres qui sont très grandes et aussi assez proches de leur Soleil. Et ensuite, on a des super-Jupiters froids, c'est-à-dire des planètes géantes gazeuses, mais qui sont très loin de leur étoile. Donc, on a beaucoup de systèmes qui sont très, très différents du système solaire. À tel point que lorsqu'on a découvert en fait la première exoplanète, qui était une planète type Jupiter, très proche de son étoile, on va voir ça tout à l'heure, eh bien, on s'est demandé si ce n'était pas une exception. Alors, le système solaire est-il atypique? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant dans la détection d'exoplanètes. Je fais une petite pause tout d'abord. Ça va? Je ne vais pas trop vite? Tout est clair? Ça va. Non, c'est bon. Donc, on va continuer maintenant. On va aborder la détection d'exoplanètes. Comment on les détecte? Alors, donc ça, c'est un champ stellaire. Vous voyez plein d'étoiles partout avec des étoiles. Et qu'en fait, on voit là sur ce champ que des étoiles. Et la difficulté pour détecter une exoplanète, c'est justement que les étoiles, elles sont extrêmement brillantes par rapport à la planète. Et aussi que l'orbite des planètes est souvent très petite par rapport à la distance des étoiles. Donc en fait, on n'arrive pas bien à distinguer les différentes planètes qui sont se trouver autour d'autres étoiles. Donc la détection directe est très difficile. Il y a un problème de contraste parce que l'étoile est 1 milliard de fois au moins plus brillante que la planète. Il y a un problème de proximité parce qu'elle est trop proche. Là, par exemple,
je vous ai parlé du Soleil. Le Soleil, rien que pour voir la couronne qui l'entoure, ce plasma de gaz chaud, eh bien, on est obligé de cacher l'émission du Soleil par un coronagraphe, ce qui permet d'arriver à détecter cette couronne autour. Si on ne faisait pas ça, on ne pourrait pas voir la couronne. Eh bien, pour les planètes, c'est pareil. On va être obligé de cacher l'étoile pour pouvoir détecter la présence d'un corps autour de cette étoile. Alors, en fait, la première fois que ça a été fait, ce n'est pas sur une étoile vivante, dans le sens où on entend comme le Soleil. Ça a été fait sur un pulsar. Un pulsar, c'est une étoile à neutrons fortement magnétisée qui tourne très vite sur elle-même. En fait, c'est une étoile morte, c'est une étoile qui a fini sa vie. Et bien là, vous voyez, il a été découvert en 1992 3 planètes tournant autour d'un pulsar, PSR B1257 plus 12, sur une distance à l'étoile très très faible. Pour comparaison, vous avez ici donc l'étoile planète A, B, C, comparée à la distance du Soleil et Mercure. Vous voyez que ce sont toutes les 3 à la distance de Mercure. Donc des planètes très proches du pulsar. Voilà, ici vous avez en bas le pulsar avec les 3 planètes et vous voyez la distance en unité astronomique. 1, je vous rappelle, c'est la distance Terre-Soleil, et donc elles sont situées toutes les 3 à moins que la distance Terre-Soleil. Et eh bien, on reparlera du schéma qui est au-dessus plus tard. Alors, donc, comment on les détecte? Ça, c'est la grosse question qui va nous occuper un certain temps maintenant. On va les détecter, il y a différentes méthodes. Là, je vais en détailler que 4, parce qu'en fait, il y en a plus que ça, mais après, on entre dans les détails. Donc là, j'en ai détaillé 4 qui sont les plus importantes et qui, je pense, sont aussi les plus intéressantes à comprendre. Tout d'abord, la vitesse radiale. La vitesse radiale, il faut le comprendre comme une perturbation, si vous voulez, gravitationnelle. En gros, si vous avez 2 corps qui tournent l'un autour de l'autre, eh bien, chaque corps va perturber l'autre. Eh bien là, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que si vous mettez une étoile, juste une étoile qui tourne toute seule, elle va tourner sur elle-même autour de son centre, c'est le centre de gravité. Si vous mettez 2 étoiles, le centre de gravité est entre les deux, elles tournent autour du centre de gravité. Si vous mettez une étoile et une planète, la planète tourne autour, mais l'étoile va le ressentir un petit peu. Et ce petit peu dépend du rapport de masse entre l'étoile et la planète. Évidemment, si la planète est très massive, plus la planète est massive, plus l'étoile va avoir un mouvement perturbé. Et donc, elle ne va pas tourner autour de son centre, elle va tourner autour du centre de masse, et ce centre de masse va s'éloigner du centre de l'étoile si la masse de la planète est plus grande. Donc là, vous avez un exemple, par exemple, avec une exoplanète qui tourne autour de l'étoile. Vous voyez que l'étoile, du coup, ne tourne pas sur son centre, mais tourne autour du centre commun étoile-exoplanète. Et là, sur la Terre, on va voir quelque chose. Donc là, vous voyez le petit bonhomme qui est en train de viser vers l'étoile. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit cela. Alors, on voit que la planète, elle exerce un mouvement de perturbation sur l'étoile. Et là, vous avez une autre image qui vous permet de voir ça peut-être de façon plus claire. Vous avez ici la planète qui va tourner autour de l'étoile. L'étoile tourne autour du barycentre commun. Vous êtes ici, vous regardez ça. Vous voyez, quand ce que vous voyez, en fait, ce n'est pas la planète parce qu'elle n'est pas assez brillante. Donc, ce que vous voyez, c'est l'étoile. Donc, vous voyez ici l'étoile qui va s'éloigner de vous, se rapprocher de vous, s'éloigner de vous, se rapprocher de vous. Et en fait, ce que vous avez détecté, ce n'est même pas l'étoile directement, vous avez détecté les raies de l'étoile. Vous allez voir que lorsque l'étoile s'éloigne de vous, les raies se déplacent vers le rouge, et lorsque l'étoile se rapproche de vous, les raies se déplacent vers le bleu. Et donc, en fait, la méthode, la vitesse radiale, c'est exactement ça. On va essayer de détecter la vitesse d'éloignement et de rapprochement de l'étoile par rapport à nous. Alors, Clément dit comme Jupiter avec le Soleil. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et en fait, on pourrait même dire comme la Terre avec le Soleil. Hein.
et on pourrait même dire aussi comme la comète de Halley avec le Soleil. Enfin, tout corps qui gravite autour d'un autre va le perturber. Alors évidemment, là où vous avez raison, Clément, c'est que Jupiter étant très massif, il va perturber beaucoup plus le Soleil que la Terre. Typiquement 1000 fois plus, vu qu'il a un rapport de rayon de facteur 10. Donc voilà ce qu'on détecte. On détecte vraiment la vitesse de l'étoile qui va s'éloigner ou se rapprocher de nous. Donc là, vous avez, donc, ce qu'on repère, c'est les raies sur l'étoile. Vous voyez un spectre dit au repos, si l'étoile tournait sur elle-même sans s'éloigner, sans se rapprocher de nous. Par contre, si l'étoile s'éloigne, ben, les raies se déplacent vers la droite, c'est-à-dire vers le bleu, vers le rouge, pardon. Si l'étoile s'approche de nous, les raies se déplacent vers la gauche, c'est-à-dire vers le bleu. Alors évidemment, ça, les raies qui sont au-dessus, là, c'est un peu théorique. Une étoile, surtout comme une étoile comme le Soleil, par exemple, va avoir beaucoup de raies. Donc après, il va falloir repérer quelles raies vous voulez suivre pour faciliter la détection. Alors justement, eh bien, appliquons ce cas-là au Soleil. Ce que Clément a mentionné, c'est comme Jupiter, c'est vrai, tout à fait. Donc là, regardez, le centre de gravité commun entre le Soleil et Jupiter, eh bien, on va dire qu'il se trouve là. On verra tout à l'heure où il se trouve exactement. Et on va dire qu'il se trouve un petit peu en dehors de la surface du Soleil. Jupiter tourne en 12 ans autour du Soleil. Il se trouve à 5 fois la distance Terre-Soleil. Et il tourne à une vitesse de 13 km par seconde. Eh bien, le Soleil, lui, il tourne aussi en 12 ans, puisque c'est un mouvement de perturbation. Donc, il est complètement antisymétrique par rapport à Jupiter. Donc, il tourne en 12 ans autour du centre commun de gravité. La distance elle est beaucoup plus petite, c'est 5 millièmes d'unité astronomique, et sa vitesse est aussi plus petite, 1000 fois plus petite, hein, à 12 mètres par seconde. Et vous voyez donc que le Soleil a un mouvement qui est lié à la rotation de Jupiter. Alors la question, cette méthode nous permet donc seulement de déterminer la masse d'une planète, pas sa condition ou autre du coup. Oui, alors cette méthode nous permet de déterminer la masse d'une planète, en effet, puisqu'on a la perturbation. En fait, elle nous permet de plutôt déterminer le rapport de masse entre la planète et l'étoile. Elle a un autre avantage, c'est qu'elle nous permet de déterminer aussi la période orbitale, puisque vous avez la période de ces raies qui s'éloignent et se rapprochent, qui s'éloignent et se rapprochent. Vous avez aussi la période orbitale et le rapport de masse. Pour la composition, ben là, ça va être un petit peu plus compliqué en effet, puisque comme on n'a pas, avec la vitesse radiale, on n'a pas la taille de la planète, on a du mal à déterminer la densité, c'est-à-dire la masse volumique. Pour ça, il faut une autre méthode dont on parlera tout à l'heure. Donc juste pour terminer sur ce mouvement de barycentre, là je vous montre un dessin qui a l'air compliqué, mais qui en fait est assez parlant, hein. Vous allez vite comprendre comment ça se passe. Là vous avez le noyau du Soleil, et là vous avez le bord du Soleil, la surface du Soleil, celle qu'on voit quand on regarde le Soleil. Et là, la ligne en bleu, c'est le mouvement du barycentre dans les années 40. La ligne en bleu clair, c'est le mouvement du barycentre dans les années 50. La ligne en vert, c'est le mouvement du barycentre dans les années 60. En jaune, dans les années 70, en rouge dans les années 80 et en violet dans les années 90. Et vous voyez que de temps en temps, le barycentre commun de Soleil plus l'ensemble des corps qui se trouvent dans le système solaire se trouve dans le Soleil, et parfois il est à l'extérieur. Et en ce moment, il est à l'extérieur du Soleil. Donc, vous voyez qu'il faut prendre en compte tout. Alors évidemment, ce qui compte le plus, c'est Jupiter. Mais s'il n'y avait que Jupiter qui comptait, eh bien, on aurait un mouvement circulaire comme ça. Donc le fait que le mouvement du barycentre soit beaucoup plus compliqué que juste un mouvement circulaire montre qu'il y a toutes les autres planètes qui comptent, Saturne, Uranus, Neptune, mais aussi planètes telluriques, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on a ce mouvement comme cela de spirale qui tourne, qui parfois rentre dans le Soleil, parfois sort du Soleil. Ça, c'est le mouvement du Soleil par rapport au centre de gravité commun qui, lui, ne bouge pas, évidemment. Le mouvement du barycentre, en fait, c'est le Soleil qui va bouger par rapport à ce barycentre-là. Alors, du coup, regardons maintenant la première détection. Ça, c'est la détection de la première planète extrasolaire, qui est 51 PEG-B, détectée
donc en 1995, on détecte une planète géante gazeuse de la moitié de la masse de Jupiter, très très proche du Soleil, avec une période orbitale de 4 jours seulement. Imaginez, un Mercure tourne en 88 jours autour du Soleil. Là, on a une géante gazeuse, donc la moitié de la masse de Jupiter, qui tourne en 4 jours seulement. Donc évidemment, c'est d'abord une surprise. La planète est forcément très chaude, de l'ordre de 1500 degrés, puisqu'elle est très proche du Soleil. Donc elle est découverte en septembre 1995 par Mayer et Queloz, qui d'ailleurs ont obtenu le prix Nobel pour cette découverte l'année dernière, à partir d'un suivi systématique de vitesse à peu près une centaine d'étoiles. Ça a été fait à l'Observatoire de Haute-Provence dans le sud de la France. Et donc, vous voyez que ce qui mesure, c'est en effet le rapport de masse entre la planète et la masse de l'étoile, et ils ont aussi la période orbitale. Et là, vous avez la vitesse d'éloignement et de rapprochement, d'éloignement et de rapprochement de l'étoile. Et ça dure 4 jours. Enfin, cette période orbitale, là, elle dure 4 jours, puisque c'est la période orbitale de la planète autour de l'étoile. Donc 51 Peg B était la première planète, première exoplanète, première planète extrasolaire découverte, quasiment la masse de Jupiter, tournant en 4 jours autour de l'étoile. Là, on peut se dire, c'est tellement étonnant que c'est une exception. Il ne doit pas y en avoir d'autres. Et en fait, 4 mois plus tard, Marcy et Butler découvrent 2 autres planètes de 3 et 6 fois la masse de Jupiter qui tournent autour de l'étoile 70 Virgo et l'étoile 47 Humain. Donc ces planètes géantes gazeuses, évidemment, sont peu propices à la vie. Par contre, elles peuvent très bien avoir des satellites de la taille de la Terre, avec une température qui leur permettrait d'héberger de l'eau liquide. Mais ce n'est pas celles-là qui vont nous intéresser pour rechercher de la vie. C'est d'autres planètes. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'avec cette vitesse radiale, on se rend compte, d'une part, qu'on peut détecter des planètes avec des caractéristiques complètement différentes de celles qu'on a dans le système solaire. Et puis, on se dit que c'est le début de la pêche aux planètes. Et en fait, la vitesse radiale a permis de détecter plusieurs centaines de planètes avec des caractéristiques précises. Et puis, donc, on verra la semaine prochaine qu'il y a une autre méthode qui a permis de détecter beaucoup de planètes, qui est la méthode des transits planétaires. Voilà, je vais m'arrêter ici. C'est déjà 4h30. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je viens de dire ?